Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil, bonne matinée, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale et bienvenue sur Canal. Alors, comment était votre semaine? Vous pourrez nous répondre d'ailleurs, hein, vous pourrez même partager votre hashtag tout va bien, hashtag tout va pas, c'est tout court. Ça, ce sera sur Twitter, Instagram et Facebook. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre l'émission sur Internet, sur notre page YouTube, aussi d'ailleurs avec des rediffusions, enfin avec des podcasts plutôt de l'émission tous les soirs. Alors ce matin, dans la matinale, en ce vendredi, nous recevons sur le plateau Tahri Younis. Il est lauréat du concours du récital du Coran. Il ne sera pas seul, il sera avec Sissé Boubacar, lui aussi est l'un des lauréats du concours du récital du Coran. La 15e édition du concours du récital du Coran, vous l'aurez compris, est à l'honneur aujourd'hui avec le Togo et le Mali. On en parle d'ailleurs ce matin en ouverture de cette émission. Aussi, Fethi Benachnou, le doc de la matinale, lui aussi, il sera de passage avec le sucre et la santé. Bon, après, il développera sa thématique, bien évidemment, hein. Il conjuguera sa thématique selon son bon vouloir, mais ça tournera autour du sucre et de la santé. Sucre, drogue ou pas? Ben, c'est la question qui reviendra et qui continue de faire l'actualité d'ailleurs. Ammar Khouja, journaliste, il est l'un des initiateurs de cette journée nationale de l'artiste, qui a été désignée le 8 juin. Oui, ce sera l'histoire aussi de parler de l'histoire, parler de l'artiste, parler d'histoire avec les artistes qui ont troqué leurs instruments contre des armes pour l'indépendance de l'Algérie, notamment beaucoup de grands noms, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, et on en parlera avec Ammar Belkhouja qui s'est battu pour faire de cette date du 8 juin une date importante pour la célébration de la journée de l'artiste, mais aussi pour la mémoire. Tout à l'heure, Lamia Itamara, elle est artiste, elle aussi, elle est chanteuse et elle sera en concert. Où vous allez le découvrir tout à l'heure avec elle, et puis on finira avec Hakim Keshrout pour les sports. Voilà, je vous donne le programme, il est succinct, il est rapide, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'à 10h30, sans plus tarder c'est la météo, et c'est avec Frédéric. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Et la météo du jour, Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, le temps s'annonce dégagé, le soleil prendra beaucoup de place. Et on notera des passages nuageux plus denses vers l'extrême est au lever du jour. Ces nuages se dissiperont rapidement, laissant place à de larges éclaircies. Sur la partie sud, le temps s'annonce variable, possibilité de quelques foyers orageux avec quelques faibles pluies vers l'extrême sud, le Gard, le Tassi, le Sahara oriental, parfois même jusqu'au Sahara central. Sans plus tarder, on passe aux températures prévues pour cet après-midi. On attend 30 à Tlemcen, à Chlef, il fera 24 à Alger, à Tizi Ouzou, comme à Betna, 30 aussi à Guelma, 23 pour Annabas Kikda, 29 à Oran sur la partie sud, 37 pour Béchar, 38 à Hassim Saoud, 36 Gardaya Biskra, 29 à Tindouf. Ça varie entre 43 et 44 à Adrar, Ain Salah, 35 Taman Rasset, Janet, et enfin il fera chaud à l'extrême sud avec un maximum de 46 degrés pour Bodj du Mourtar et Angza. Vous l'avez compris, donc le temps s'annonce très agréable au nord comme au sud. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui, le ciel sera partagé en deux. Il y aura du soleil, mais aussi des passages nuageux vers le centre, l'est. Les nuages restent assez denses, avec quelques foyers orageux à Paris, à Marseille, un temps variable aussi à Budapest, Prague. Du soleil pour Copenhague, Berlin. Soleil et nuages se partageront le ciel à Dublin, à Londres, à Madrid, à Rome aussi. Grand soleil pour Athènes avec un maximum de 32 degrés, 31 degrés à Bucarest, 27 Varsovie, 30 Budapest, 24 à Berne, 27 à Paris, un minimum de 19 degrés est prévu à Dublin, 20 à Londres, même température pour Lisbonne et enfin 29 à Berlin. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h04. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.z. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée encore une fois. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. D'ici là, passez d'agréables moments avec vous, Mahrez. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous.
Et nous, on se retrouve dans quelques instants, bah oui, avec les lauréats du 15e concours du récital du Coran. Et d'ailleurs, c'est le lauréat international, le Togo, représenté par Tahir Younis, et Sissé Boubacar, qui représentera ce matin le Mali. On se retrouve dans quelques instants, juste après ce portrait de Haj Mokrani, signé Nejma Harish. Excellente matinée. Au mois de Ramadan, Mohamed Mokrani troque sa blouse de dentiste pour un tablier de cuisine. Et comme tous les soirs, le menu s'annonce des plus appétissants, dignes de la grande restauration. Tous les jours, on a quelque chose. On a un jour le riz, un jour c'est des petits pois, un jour c'est des pâtes. Chaque jour, on a un menu, L'infatigable bénévole revient chaque année dans cette école de sourds-muets au centre-ville pour assurer des repas chauds aux plus démunis, mais aussi pour les enfants de l'école. Fut un temps où on préparait 3500 repas jour. Nous étions les seuls restaurants. En attendant la cuisson des plats, Mohamed Mokrani profite pour passer les commandes du lendemain. Il doit livrer des denrées alimentaires aux écoles coraniques. Demain, ils doivent venir récupérer leur quota. Leur quota de viande, de pâtes, de riz, tout ce qui est nécessaire pour le préparer. Là, c'est prêt. Si vous voulez goûter, il n'y a pas de problème. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut aussi commencer à préparer les repas à emporter. Nous, c'est des gens qui viennent, qui ne peuvent pas venir. Le Resto du Cœur, c'est sa deuxième famille. Depuis des années, El Haj Mokrani ne passe plus Ramadan avec les siens. Depuis 1992, ça veut dire 26 ans. 26 سنة وحنا ننظموا مطعم رمضان بلا ما نفطروا في ديارنا. أنا الكابيني تاعي مقفول مدة رمضان ما كانش. الخدمة تاعي هذه هي. Un élan de solidarité né grâce aux bénévoles, aux bienfaiteurs, mais aussi à la générosité collective. D'abord, je voudrais remercier les bienfaiteurs et en plus de ça, les gens qui nous ont soutenus et encouragés. En premier, ça a été M. Louali Bennar. Après lui, il y a eu M. Bouazgui. Et après M. Bouazgui, il y a eu M. Bedoui. Et je les remercie du fond du cœur. Et quel est votre sentiment après un mois de Ramadan, quand vous aurez fini tout ça? Comment vous êtes? En toute honnêteté, j'aurais voulu que ça dure un peu plus. Beaucoup plus qu'un mois. Parce que vraiment, nous ne sentons pas le temps passer. Et puis, après une année, lorsqu'on revient, on a l'impression qu'on n'a pas quitté l'école. والله ربيع والله الناس كانوا مساكن ما عندهمش من يفطروا سيرتو لي ترانزيتير ولا يجيو يفطروا. احنا بادرنا بهذا العمل الخيري في مصلحة الزوالي والبلاد. الحمد لله راهي لاباس الحمد لله الجو يعني أخوي. Encore quelques minutes avant la rupture du jeûne, les bénévoles dressent les tables. Une organisation millimétrée et c'est le chef cuistot qui se charge du service. Au moment d'El-Ftour, le succès est garanti. Son secret réside dans le dosage des ingrédients, de la joie et de la bonne humeur, parsemés avec beaucoup d'amour. يجيبوا له زلابيه ما كان هاي كاينه كان عندها مش كلها هاي كاينه بصحتك وليدي بصحتك وليدي بصحتك. Ne dit-on pas que chaque amour semé fleurira tôt ou tard? Voilà, le portrait de Haj Mokrani signé Nejma Harish. Haj Mokrani fait partie de ces milliers de personnes, d'hommes, de femmes qui chaque année se dévouent, troquent leur métier traditionnel pour un métier de solidarité, ou plutôt pour une action de solidarité, pour accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Et lui est dentiste et chaque mois de Ramadan, il devient cuisinier. Et ce matin, sur le plateau de la matinale, avec nous, j'allais dire sur le plateau, oui, j'ai déjà dit sur le plateau, avec nous Tahir Younis. Alors Tahir Younis, vous représentez le Togo, bienvenue à vous, bienvenue sur Canal, bienvenue en Algérie aussi. Vous prenez part pour la première fois à un concours international de récitation du Coran. En Algérie. En tout cas, bienvenue chez vous, bienvenue ici sur le plateau. Avec vous, à vos côtés, Sissé Boubacar. Alors vous êtes aussi candidat dans cette nouvelle édition. Vous venez du Mali.
Alors, vous aussi, vous prenez part donc à cette 15e édition du concours du récital du Coran. D'abord, c'est votre première en Algérie tous les deux. Comment avez-vous vécu cette aventure? Qui est venu vers vous? Avez-vous souhaité venir participer ou c'est vous qui avez souhaité, ou plutôt c'est le concours qui est venu vers vous? Tahir Younis. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur du monde, l'omniscient, le créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle, sa bénédiction soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes en Algérie pour le concours international de récitation du Saint-Coran. Et machallah, on remercie Dieu de nous avoir fait ce don-là, de participer à ce concours. Sinon, on n'aurait pas pu découvrir beaucoup de choses ici. On dirait qu'en Algérie, alhamdulillah, nous avons rencontré beaucoup de choses qui nous ont plu. Alhamdulillah, et nous avons retrouvé les Algériens très intéressants. D'abord, pour la question concernant est-ce que c'est nous-mêmes qui avons voulu ou bien c'est le concours même qui est venu vers nous, nous allons répondre qu'Inch'Allah, comme ce qui se fait, tout le monde sait que l'Algérie, depuis des années, depuis 15 ans, organise le concours international qui réunit pas mal de 50 ou 60 pays. Voilà que le Togo est à chaque fois, chaque année invité. Pour la sélection, il faut d'abord passer par le concours national. Le concours national, c'est les lauréats du concours national qui sera sélectionné pour le concours international de l'Algérie, dont moi je suis le produit. D'accord. Donc vous êtes le lauréat du concours national au Togo. Si c'est Boubacar, c'est le même cheminement, même parcours? Même comme ça. Ouais. Permettez-moi avant tout de remercier le bon Dieu. Je suis très ravi de participer au concours au titre de mon pays, le Mali. Je tiens également à remercier toutes les organisations de cet événement grandiose qui regroupe tous les musulmans et tous les bons mémorisateurs du Saint-Coran. Ici, là-bas, au Mali, on organise un concours pour ça. Mais puis, Dieu merci, je suis venu premier. C'est pour ça que je suis venu participer dans le concours ici. Et dans la vie, vous faites quoi? Dans la vie, j'enseigne. Avant, je suis un élève. Après, j'enseigne maintenant. Mais j'ai eu une bourse pour Arabie Saoudite. Cette année même, je dois aller là-bas, Inch'Allah, pour continuer mes études. Comme je suis toujours un étudiant. Des études en Arabie Saoudite. Là, mais des études de quoi? D'éducation islamique. D'éducation islamique. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Tahir Younis, vous faites quoi au Togo? Oui, moi je suis étudiant à l'université de Lomé. J'étudie la germanistique. Et je suis en fin de formation, Inch'Allah. Après 2 mois, j'aurai ma licence. Et qu'Inch'Allah, je compte poursuivre les études en adoptant la faculté de droit. Et que j'ai la vision de l'étudier en France, Inch'Allah. D'accord. Je vous le souhaite. Comment est l'ambiance au sein du concours? La grande finale se déroulera la nuit du 27e jour du mois sacré. Mais l'ambiance, elle est comment en attendant, avec les autres candidats? Oui, en attendant avec les autres candidats, nous ne pouvons dire que c'est vraiment très intéressant, surtout lorsque vous venez de différents pays et vous vous trouvez comme ça. Voilà, c'est très intéressant. Il y a l'ambiance, vous allez vous connaître et l'amitié se crée en même temps. Ça fait que vous n'avez plus de soucis. Au départ, moi, j'expliquerai un peu. Lorsque j'ai quitté, arrivé au Maroc, à l'aéroport du Maroc, j'ai eu un peu de soucis parce que l'accueil n'a pas été vraiment chaleureux. Mais lorsque j'ai atterri ici en Algérie, depuis l'accueil, je suis en train de sentir qu'Inch'Allah, ici, je me sentirai mieux et qu'ils me l'ont prouvé avec les camarades et les amis. Wallah, alhamdulillah, c'est très bien. De quoi il fait votre quotidien? Nous sommes tous des musulmans. C'est la même famille, quoi. Surtout les Africains. Tu vois, il y a beaucoup de concours que les Africains noirs organisent. Donc, c'est la même chose. Même les participants qui sont venus au nom de Ghana et au nom d'Abidjan, il y a 10 jours même qu'on a rencontré au Abidjan. Donc, on se connaît.
D'accord. Donc c'est un groupe de... Enfin, vous connaissez pour... Pas tous forcément, pour d'autres vous découvrez. Même les autres participants, tu vois, il y a d'autres pays qui organisent les concours. C'est-à-dire que vous allez vous connaître à Alger, vous allez vous retrouver dans un autre pays. Dans un autre pays. Ouais. Mais de quoi est fait votre quotidien? C'est-à-dire quand vous faites quoi pendant la journée quand on participe à un concours comme celui-ci? Oui, alhamdulillah. Les organisateurs, ils font un effort, surtout pour mettre à la disposition des candidats tout ce qu'il faut. Ça fait que le candidat, ton travail, c'est de te réveiller en bonne santé, Inch'Allah, après la prière quotidienne, après la prière de Fajr. Tu poursuis ton mouradia, c'est-à-dire la révision et la citation du Saint-Coran. Après, tu te reposes un peu, tu prends ton douche. Et puis, l'heure du manger, je pense que le candidat, il n'a que 3 choses. Faire la révision, manger, dormir ou faire le doudouin. D'accord. Donc votre quotidien, il fait que ça? Oui. Réviser, réciter, réviser, réciter, réciter. Bon, moi, manger, dormir et discuter, ça c'est autre chose. Et seulement que les visites ont été programmées, mais on n'a pas encore commencé les visites, surtout que les candidats, chacun est en train de participer, faire sa prestation. Il faudrait qu'on finisse ça avant de penser aux visites. Tu vas voir un candidat qui va pour la visite et qui n'a pas encore récité, il n'est pas à l'aise. Il faudrait qu'il passe sa lecture, sa prestation, il s'assure que, alhamdoulilah, c'était bien passé avant de prendre la visite, s'amuser, quoi. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Inch'Allah. Quelles sont vos chances? Bon, la chance est au nom de Dieu. C'est Dieu qui... Sinon, on a bien lire le Coran. Mais dans ces questions, je vais dire quelque chose. Oui. Si dans ces grands concours, on voit que c'est 3 candidats seulement qui sont les gagnants. Et moi, je vois que ça, c'est trop petit. Pour les grands mémorisateurs, plus de 50 pays qui... et vous souhaitez quoi? Qu'il y a un... Je souhaite au moins 5 ou 10. Un palmarès élargi? Voilà. D'accord. Au moins 5 ou 10. Avec des catégories, des sous-catégories? Voilà. Oui, c'est vrai que sur 50, 60 à mon avis, candidats, juste 3 gagnants, c'est un peu... C'est un peu... Ouais, c'est un peu difficile. À mon avis. Proposition venue du Mali aujourd'hui, elle est signée Boubacar Cissé, c'est élargir le palmarès avec plusieurs catégories, sous-catégories, au moins une dizaine de lauréats sur les 50 voire soixantaine de participants. Quelles sont vos chances, cher ami du Togo, Jataël Younis? Oui, comme l'a dit mon collaborateur, M. Cissé, la chance est à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose, tout participant, tout Hamil Coran, mémorisateur du Coran, lorsqu'il participe au concours, il a l'envie, il veut gagner. Mais il sait déjà qu'il a gagné du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il lui a donné le Coran, alhamdoulilah, il est gagnant. Mais seulement que les lauréats, ceux-là qui seront retenus, c'est Allah qui les choisit. Vous allez voir que pour les concours internationaux, si vous constatez, quelqu'un qui est premier en Algérie, ici sera peut-être en Dubaï et qui ne réussira pas. Oui. Donc c'est le choix de Dieu. Mais je reviens sur son point pour appuyer. Il faudra que l'Algérie aussi commence à avoir cela. Pour 3 personnes comme gagnants, c'est un peu peu. Je vois ça un peu peu. Il faut aller jusqu'au 5, Inch'Allah. Et dans les années, on parviendra à 10. Pourquoi pas 10 lauréats? Puisqu'on l'a vu au Soudan. On prend 10 lauréats. C'est comme ça aussi dans certains pays comme Dubaï. Mais on peut comparer l'Algérie en Soudan. Moi, je sais très bien que si l'Algérie veut, il peut le faire. Oui. Donc, c'est la volonté. Oui, élargir le palmarès, offrir la possibilité à plus de candidats de repartir avec des titres et des trophées. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Okay, merci. Bonne chance. Merci. J'espère que vous allez bientôt visiter Alger. Ok. Et d'autres régions. C'est demain, on doit commencer. Demain, vous allez commencer les visites. Le concours est fini ce soir. Ah, ce soir. Hier soir. Hier, vous avez... C'est fini pour... La lecture, pour la prestation. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Il reste la finale le 27. Visite, la finale. La nuit du 27. Inch'Allah. Bonne chance. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance en Arabie Saoudite.
Merci aussi. Beaucoup de succès. Je vous souhaite bonne chance à Lomé. Oui, ensuite en France. En surtout. France, oui. Ah bah oui, parce que vous allez poursuivre vos études de droit en France. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans ce concours et que vous allez repartir avec les prix que vous attendez tant. Allez, camarades, nous on se retrouve dans quelques instants avec j'allais dire Lotfi Benachnou. Peut-être qu'il a un cousin qui s'appelle Lotfi, hein. Peut-être. En tout cas, lui, il s'appelle plutôt Fethi Benachnou. Il est médecin, il nous parle du sucre et de la santé. C'est juste après Sabrina Khalifi qui nous parle de Jamaat Sidi Ramadan. Jamaat Sidi Ramadan, pardon. Jamaat. Alors, Jamaat Sidi Ramadan à découvrir, vous le savez, chaque semaine, nous avons une série de lieux à découvrir, notamment de mosquées. Aujourd'hui, c'est Jamaat Sidi Ramadan avec Sabrina Khalifi. On se retrouve juste après. Sur les hauteurs de la Kasbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Al-Zirari et Sidi Ramadan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Kasbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun. On l'appelait autrefois mosquée de la Kasbah, Jama'a Kasbah al-Qadima. Jama'a Sidi Ramadan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama'a Sidi Ramadan possède 50 immeubles dont les revenus des locations assuraient son entretien. Cette mosquée est de nos jours l'un des édifices parmi ceux construits durant la période pré-ottomane, les mieux entretenus aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Elle ne présente pas de qualité ornementale particulière et semble d'une architecture assez grossière dans l'ensemble. Cette mosquée correspond au cadre pauvre et austère dans lequel priaient les premières populations de la ville d'Alger. Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les autres mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama'a Sidi Ramadan reste un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. Allez, bonne matinée à vous tous. Le doc est déjà là. Bonjour doc. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, ça roule, c'est très bien, tranquille. Alors, joyeux et joyeux. tout ça. Comment vous l'expliquez, joyeux? Joyeux, c'est le fait. J'ai changé d'espace, hein, c'est le fait de jeûner. Ah, de jeûner, vous êtes joyeux. Je m'excuse auprès du réalisateur, hein, je me suis déplacé, il s'en est pas rendu compte. Alors, Saïd, mon ami, Saïd, mon grand, ne m'en veut pas trop. J'ai juste décidé d'aller voir ailleurs, le temps de me changer un peu les idées. Alors du coup, vous m'avez dit joyeux de jeûner.
Oui, le jeûne entraîne une légèreté de l'être, du corps, de l'âme, et ce qui fait qu'elle se débarrasse de toutes ces scories, de toutes ces des choses qui contraignent à cause d'une alimentation désordonnée. Et le fait de jeûner, ça donne une légèreté. Et quand on se sent léger, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc vous vous sentez léger? Oui, vous aussi, j'espère. Ah bah écoutez, moi c'est le premier ramadan où je perds un peu de poids. Donc c'est un peu étonnant. Les autres, j'ai pas l'impression de les avoir vécus de la même manière. Très bien. Est-ce que vous êtes un grand consommateur de sucre? Tiens, c'est pour faire le lien avec... Je vous dis, je suis l'un des plus grands ennemis du sucre. Très bien. Il ne s'agit pas d'être ennemi du sucre. Je le suis. Le sucre est un élément, est un nutriment, est un essentiel pour la vie. C'est comme, à chaque fois je cite cet exemple, c'est comme un véhicule. Un véhicule, quel que soit son prix, il ne fonctionnerait pas, il ne serait pas fonctionnel et il ne rendrait pas service si on ne met pas de l'énergie qui est l'essence ou le diesel. Mais le corps humain a besoin, pour pouvoir justement, possibilité de bouger, de fonctionner, d'apporter sa contribution dans la société, il faut qu'il soit porteur d'énergie, il faut que l'énergie soit présente, et c'est le sucre. Je passe tout de suite au fait que le sucre, tellement qu'il est important, c'est que on a un organe spécifique à la gestion, d'une façon globale, un organe spécifique pour la gestion du sucre qui est le pancréas. C'est fondamental. Oui. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est plus important, les cellules du cerveau n'ont besoin que deux éléments essentiels et ils ne permettent aucune perturbation dans c'est l'oxygène et le sucre. Les cellules du cerveau, qui est le maître de notre vie de tous les jours, c'est qu'ils n'utilisent que le sucre et l'oxygène. Donc vous voyez que le sucre est important dans la... Le problème, il est où? Il est où? C'est pas au niveau du sucre. Les gens disent le sucre, il est... Non, le problème est dans notre façon de le consommer. Notre façon de le consommer. Ce qui m'inquiète, c'est que les derniers documentaires et les dernières recherches réalisées par des chercheurs journalistes donc, étaient en train de dénoncer le sucre et de le comparer même à de la cocaïne, à de la poudre blanche. Et là, vous dites c'est un nutriment important qui est important à notre équilibre. On a l'impression que vous agissez aujourd'hui au nom de l'industrie du sucre. Non, vous êtes pour le lobby, hein, docteur Benachno. Non, vous êtes pour le lobby. J'ai rencontré d'autres médecins qui étaient plus honnêtes. Je vous ai dit. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que le sucre était important pour la santé. On peut s'en passer du sucre, vous le savez mieux que moi. Attendez, le sucre est important. Oui. Malgré qu'il soit important, je dirais plus loin, malgré qu'il soit vital. Et on le voit quand on a une hypoglycémie, ça peut entraîner directement vers un coma hypoglycémique. Le défi et le secret du sucre, c'est que notre corps a un besoin bien défini dans notre sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie est quelque chose d'immuable. Et quelque chose d'immuable à partir du moment où on porte atteinte à cette glycémie par notre comportement complètement anarchique de consommation de sucre, à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le sucre qui pose problème, c'est notre façon de le consommer, c'est notre façon de pousser les gens à consommer du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre est doux dans notre bouche. Il y a quelque chose, il y a une douceur, il y a une sensation de bien-être. Mais quand le sucre est dans le corps, il obéit strictement à une loi immuable, une loi physiologique. Le problème, il faut savoir que quand on consomme, par exemple, on prend un verre de limonade ou de ce qu'on appelle un jus de fruits, sachez que l'on prend 8 à 9 morceaux de sucre. Mais dans notre corps, le pancréas, qui est un organe, sécrète un liquide qui prend en charge ce sucre.
Alors ce sucre, s'il n'est pas pris en charge par le liquide sécrété par le pancréas, à ce moment-là, il devient un poison. Vous voyez, c'est ça l'ambiguïté au niveau du sucre. Il est important dans certaines normes, si on respecte certaines normes physiologiques, mais si on dépasse, on outrepasse, on force, on agresse ces données physiologiques, il devient carrément un poison, et ça c'est important. Quand on consomme beaucoup de sucre, on va assécher, comme une rivière, comme le lit d'un fleuve ou d'une rivière, on va assécher notre pancréas qui ne va plus produire d'insuline, qui est la donnée fondamentale qui permet de prendre en charge et de permettre au sucre de pénétrer. Mais quand on assèche cette usine, entre guillemets, productrice d'insuline, à ce moment-là, le sucre est comme un poison qui circule dans notre corps. Je crois que c'est là où l'effort doit être fait, pédagogique, c'est que le sucre est important, le sucre est vital, mais attention à ça, au mode de consommation, comment moi je me comporte avec le sucre, هذه واحدة. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que, je le dis à chaque fois, il donne un problème qu'on appelle un diabète. Je ne dis pas maladie, je dis que c'est une déficience, c'est une destruction d'un organe qui est essentiel. À ce moment-là, quand on dit maladie, en face de la maladie, il y a un médicament. Or, dans le diabète, ce n'est pas une maladie, c'est le pancréas qui ne produit plus l'insuline qui va se charger de convoyer le sucre dans le sang. Deuxièmement, pour parler d'études, maintenant le sucre n'est pas uniquement responsable du diabète. Maintenant, on sait que le sucre provoque une inflammation des cellules. Une inflammation, c'est quoi? C'est comme lorsque c'est une sorte de destruction, d'inhibition du fonctionnement des cellules. À ce moment-là, on l'incrimine dans la genèse des cancers. Ça, c'est important dans le sens où il provoque une perturbation du fonctionnement des cellules. À ce moment-là, des cellules deviennent folles. Donc, à chaque fois, il faut répéter cela. Qu'est-ce que le sucre? Quelle est son importance pour notre vie? Et regardez cette merveilleuse et cette terrible aventure du sucre dans notre corps, si on ne respecte pas. Quand on demande une glycémie, il faut qu'il soit équilibré dans notre corps. Quand on dit aux gens, allez voir votre glycémie, les chiffres sont stables et fixés. Si on les dépasse, on entre dans la pathologie, et ça, c'est extrêmement important. Et là, je suis content de la réaction que vous avez eue, dans le sens où on ne connaît pas le sucre. On ne connaît pas, et maintenant, ce qui est important, on n'incrimine pas uniquement les gens, pardon, je termine. Wow, j'allais vous laisser. Hein, oui, on n'incrimine pas les gens, maintenant on parle de l'offre de consommation de sucre, et c'est là où entre le sucre est partout, et vous le savez mieux que moi, le sucre est chez tout le monde actuellement, surtout en ce mois sacré. On pense que c'est le mois du salé, c'est le mois du sucré en réalité. Hein. Et comment? Quand vous regardez le gros foutoir que l'on consomme tous les soirs, enfin tous les grands balais de pâtisserie, boulangerie, ce qui va avec. Maintenant, moi, je me base sur quoi? Je me base juste sur un film documentaire qui a été réalisé par un journaliste australien qui s'appelle Sugarland, qui est arrivé... Sugarland. Ouais, Sugarland. Ouais. Et qui raconte son aventure. Alors, si je ne me trompe pas, c'était soit 100 jours, soit 200 jours, avec un régime alimentaire hyper sucré. C'est-à-dire que si ses besoins énergétiques étaient par exemple de 2500 calories par jour, ce qui peut être le cas. Hein. On va dire que c'est la taille moyenne, ça doit être ça, hein, pour une personne moyenne, 2002, 2003. Et c'est fonction de l'activité physique que l'on a. Alors, cette personne-là a évalué donc, ses besoins énergétiques en termes de calories. C'est déjà quelque chose, évaluer ses besoins en calories. Bon, il est passé par des spécialistes. Hein. Voilà, c'est un problème. Il n'a pas imaginé ça ou autre. Ouais. Alors du coup, ensuite, quand ils ont défini le nombre de calories dont il avait besoin, il consommait au quotidien, lui qui était sportif, qui faisait son footing, lui qui
Et docteur Bellachou, quand vous parlez, il vous fait des gestes. Ouais, voilà, sport et tout. Non, Exact. mais au début de mon intervention, de la chronique, j'ai parlé de véhicules, c'est de l'énergie, on emmagasine de l'énergie. Si, Ah non, attendez, docteur, c'est des Ouais. sucres rapides, vous savez très bien qu'ils ne servent absolument à rien. Oui. Même aux sportifs, ils ne ça n'a servent pas. plus de sens, les sucres rapides ou lents. Maintenant, on parle d'index glycémique. Très bien. C'est-à-dire que chaque produit a une concentration en sucre. Très bien. Il y a des sucres qui ne servent à rien, vous le savez mieux que moi. Ceux que l'on retrouve le plus souvent ne servent absolument à C'est rien. les sucres industriels. hein, C'est les ça. sucres Bah oui, c'est ce que je industriels. parle. Moi, je parle de ça. Après, si vous parlez du sucre naturel, moi, je retire ce que je dis. Mais je finis Voilà. juste sur le journaliste australien. Voilà. Donc, il finit par définir que ses besoins énergétiques tournaient autour de 2500 calories. Alors, il change son régime alimentaire d'un régime sain avec des brocolis, avec des légumes, avec des viandes. Variés. et Voilà. Il mangeait très sainement, ce garçon. Il va vers 2500 calories toujours, mais fait que de cochonneries. C'est-à-dire de barres chocolatées, de barres de plats préparés. Vous savez, les fameux plats que l'on retrouve dans les boîtes. Les Quand on achète conservateurs, une on conserve, fait ça. tiens, en se disant, tiens, je vais acheter un bouzlouf en conserve. Si vous saviez le nombre de quantités de sucre à l'intérieur. aussi, ça se vend chez nous. Oui, Jilbana Belham, il y a Tajin Zitoun. Oui, Mtouem, je crois. Il y a un des trucs Mtouem comme ça, aussi. ouais. Et si vous saviez le nombre la quantité de sucre à l'intérieur pour conserver, pour vous redonner un nouveau goût, pour le reconstituer, c'est quelque chose. Et donc lui, il va vivre une aventure comme ça avec que des choses qui ne servent à rien, mais tout en respectant ses besoins énergétiques de 2500 calories. On est bien d'accord. Vous savez ce qui se passe? Ouais. Il commence à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de cholestérol, de stéatose hépatique. Bah oui, forcément. C'est la grande menace actuellement en Algérie, Voilà, la c'est le stéatose foie. hépatique. Et c'est pas facile. Hein. Et on la décèle pas, si ce n'est avec un examen assez approfondi. Voilà. Il faut voir, on va voir des amas de graisse au niveau du foie, très clair. C'est des accumulations de graisse et c'est une maladie. Ça, c'est une maladie qui commence à apparaître et qui est due. Je vous remercie d'avoir fait référence à ça. Et c'est une maladie qui était, on la prenait à la légère, mais maintenant c'est réellement sérieux parce qu'elle donne ce qu'on appelle une cirrhose, c'est-à-dire qu'elle tue pratiquement le foie, qui n'a plus cette souplesse et qui est soignée, entre guillemets, par un régime alimentaire. C'est ça. C'est la seule manière de refaire rentrer les choses dans l'ordre. Voilà. Mais voilà l'histoire de ce journaliste. Oui, c'est le très jour où bien. il arrive, il finit cette aventure-là, il avait dû prendre, je crois, 12 kilos, quelque chose comme ça, 12 kilos et... Vous savez pourquoi on prend du poids? Et le moral en avait pris un coup. Ça aussi, ça c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que l'hyperconsommation de sucre le faisait passer d'un état d'euphorie à un état de déprime. Et ça, c'était à cause du sucre. Oui. Ouais. Le sucre, Vous venez me maintenant- dire que le sucre est bon. Non, c'est pas que le sucre est bon. Le sucre est nécessaire à la vie, les cellules. C'est ce qu'il faut incruster dans l'esprit des gens. C'est pas le sucre qui est en cause, c'est notre manière de le consommer et d'une façon totalement anarchique. Le sucre est important pour l'être humain. Maintenant, quel est le comportement de l'être humain vis-à-vis du sucre? C'est ça qu'il faut changer. Et hélas, je le dis, et je vais dans votre sens, dans le fait qu'il y a une très très grande offre de sucre, de consommation de sucre. Là, par exemple, quand on voit une pub écrite ou audiovisuelle, ça c'est une offre de sucre qui, à l'heure actuelle dans notre pays, est quelque chose de totalement aberrant et qui nous mène au suicide. C'est comme le fait de consommer les graisses dans notre pays. El mokli, là, nous on le résume sous le terme de mokli, c'est quelque chose de totalement... Des fritures. Des fritures, c'est quelque chose d'affreux. Et ce qu'il faut, c'est une éducation sanitaire, une explication pédagogique de qu'est-ce que c'est que le sucre, de quoi j'en ai besoin. Et cette histoire de sucre rapide, de sucre lent, n'a plus de sens. C'est ce qui est important, Oui. c'est l'index glycémique, l'index. C'est-à-dire que chaque produit alimentaire, alors les pires, l'index glycémique, si on peut le dire, ce sont ce qu'on appelle les produits industriels, ce que vous avez cité, Les plats les préparés. conserves,
Ensuite, il y a une conjonction de facteurs négatifs, parce que quand vous faites des conserves, il faut des conservateurs. Oui, aucun produit ne peut tenir s'il n'y a pas de conservateur. Et maintenant, on est très réticent. Les trucs qui donnent du goût, tous ces éléments, on peut les appeler comme on veut, arômes, conservateurs, tout ce qu'on veut. C'est des produits chimiques. C'est une production dans le monde entier. C'est une production industrielle due à l'industrie chimique qui produit ces éléments-là. Et là, on est actuellement au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et au niveau des cancérologues, c'est des gens qui commencent à dire « oh là, freinons un petit peu ». Donc le problème, il est là. Le sucre est indispensable, c'est ce qu'on appelle dans la lignée les protéines, les lipides, et le sucre. Et le sucre. Ce sont les trois. Mais c'est ce qu'il faut communiquer aux gens et rendre très, très populaire ces éléments-là, c'est qu'on en a besoin, c'est ce qu'on appelle les AJR, les apports journaliers recommandés, c'est ce qu'on appelle les besoins. Mais pas forcément l'industriel, hein. Il y a du sucre dans tous les aliments, vous le savez très bien, les aliments naturels, je parle. On va vous dire les aliments naturels, produits naturellement. Il y a une gradation dans l'index glycémique. Par exemple, Ramadan, on mange des dattes. Vous savez que c'est le plus élevé index glycémique. Deuxièmement, on parle de, comment on appelle ça, le tini, les figues. Oui. Les figues, c'est extrêmement riche en éléments sucrés. Le raisin, ça c'est très très riche. Il faut les inclure dans ma ration alimentaire. Mais si par exemple maintenant on a des fraises, on peut y aller. Les fraises, il n'y a pas de problème. C'est déjà la fin. Oui, c'est la fin de la saison. Pour comparer un petit peu. Les fruits, c'est important. Les légumes, les petits pois, les fameux petits pois, ils sont riches l'index glycémique est assez élevé. Et c'est là où je recommande à toutes les familles, à tous les citoyens et citoyennes algériennes, d'avoir, ça existe quand on va sur Internet, au moins ça va être positif, c'est de voir un petit peu l'index glycémique, c'est-à-dire la concentration de sucre de chaque produit et d'intégrer cet index glycémique dans mon régime, dans ce que je vais consommer. Ça, c'est important et il faut voir que ça reste dans le monde entier. Ça reste que les boissons sucrées, pas les boissons gazeuses, ça n'a rien à voir le gaz, les boissons sucrées. Dans le monde entier, ce sont ce qu'on appelle jus de fruits, ce sont les plus riches en sucre, qui fait grimper le taux de sucre d'une façon terrible. Et vous savez ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est la vitesse d'apparition de sucre dans le sang. Si la vitesse est rapide, c'est-à-dire la quantité de sucre apparaît rapidement, c'est une agression au niveau des yeux, au niveau du cœur et au niveau des reins. Donc vous voyez qu'il y a toute une éducation, et je le répète, sanitaire, pédagogique à faire sur le terrain. Merci. Alain. De rien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et à bientôt. Et je vous conseille de le voir, le film. Hein. Oui, Sugarland, d'abord, c'est le titre est bien précis. De toute façon, il y a la version française qui vient de sortir, en langue française, avec la voix du scénariste comédien qui avait fait Bref. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. En tout cas, c'est un super produit à découvrir absolument. Ok. Qui est dispo sur YouTube. Hein. Oui, bien sûr. Pas très loin. Voilà, c'est une production qu'il faudrait, qui apporte une information. C'est ça. Non, c'est vraiment pas pour leur faire de la pub, mais c'est un super documentaire qui parle de tous les risques liés à la consommation du sucre. Maintenant, on le cite, le sucre, dans l'apparition des cancers. C'est la dernière dent, et on le considère comme une drogue. Il y a un Allemand qui dit que il a classé le sucre dans les drogues. C'est une toxicomanie dans le sens où on ne peut pas s'en passer. Et on en parlera forcément avec les prochains jours. C'est l'Aïd dans moins d'une semaine. Ah bah oui, c'est dans 7 jours au plus tard. Enfin, c'est dans 7 jours, 8 jours au plus tard. Je peux donner un conseil? Allez, très rapidement. Le jour de l'Aïd, les gens vont venir vous congratuler, vous souhaiter bonne fête. Je propose aux gens, au lieu de déposer uniquement des plats de gâteaux, mettez à côté un plat de fruits.
un plat de fruits pour que les gens soient à l'aise. Ouais. Ça coûte la même chose en plus. Voilà. Allez. Allez. Merci à vous. Excellente journée. J'allais vous dire, vous allez manger quoi à midi? En fin de compte, j'ai oublié. Alors du coup, bon, je vous souhaite une excellente journée, bon courage. Allez, quant à nous, Amar Belkhouja, dans quelques instants sur le plateau, on va parler de Halima Hachi, forcément, la journée nationale de l'artiste. On va parler de cet artiste qui, en 1927, qui est né en 1927, mais qui, au milieu des années 50, avait troqué ses instruments avec son groupe contre des armes, et qui avait été torturé et emprisonné, et qui avait été martyr de la Révolution. Qui est martyr de la Révolution? On ne l'a pas été, on l'est à vie, comme on dit. Alors du coup, Amar Belkhouja nous en parle, il parlera de son combat pour que cette journée du 8 juin soit la journée nationale de l'artiste. Ça, on en parle juste après cette exposition, signée Nassib Al-Jaïdir, signé, c'est le reportage qui est signé, sur l'exposition de Saleha Khalifi. Allons-y. À la galerie Aïcha Haddad, la calligraphie arabe est à l'honneur. Les valeurs humaines, c'est le titre de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Saleha Khalifi. Dans ce champ créatif, un art qui cristallise toute une émotion de l'âme. Une spécificité dans le présent, une continuité avec le passé. La lettre se place et se déplace sous sa main dansante et musicienne. Avec cette calligraphie de feu, en lettres arabes et en lettres latines que je viens de créer, c'est-à-dire ça fait quand même en 1989 que j'ai créé ces deux calligraphies. Et c'est à travers les deux calligraphies que j'essaye de peindre les clés de mes énigmes qui sont les valeurs humaines universelles. Saleha fonde son langage artistique en rythme plastique. Un mouvement du tracé qui dénote son savoir-faire dans le graphisme. La lettre arabe tient la vedette de la toile. Une toile dans laquelle on peut lire tous ces mots qui font référence aux valeurs humaines. Des valeurs humaines qui restent au centre des préoccupations de l'artiste. Je suis une artiste qui est très sensible de tout ce qui nous entoure, de conflits, d'injustices, c'est-à-dire à l'échelle universelle. Donc tout ce qui fait souffrir l'être humain me fait souffrir. Les guerres entre les peuples, les malentendus, la famine, la pauvreté dans le monde, les catastrophes écologiques, c'est-à-dire tout ce qui fait souffrir l'être humain, je le ressens. C'est dans la calligraphie que cet artiste peintre développe sa fibre artistique. Une trentaine de tableaux exposés dans cet espace géré par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Cette dimension esthétique et artistique de la calligraphie arabe, Saleha Khalifi la met dans son approche plastique. Sur un rythme artistique, un jeu de matière, de couleurs et d'écriture. Dans cette gestuelle en action, il se dégage une certaine philosophie de la vie. Et les énigmes là, je les ai choisies pour pousser les gens à lier entre l'observation et la réflexion, et à lier aussi entre la couleur et la lettre. Même les couleurs, c'est-à-dire chaque couleur a son sens. Par exemple, la paix, c'est dans les bleus. Le pardon, c'est dans les bleus. L'entente, c'est dans les mauves. Saleha Khalifi, un parcours rythmé par de nombreuses expositions en Algérie et à l'étranger. Cet ancien professeur en langue arabe et en art plastique touche aussi au tifinaire.
Une empreinte, un témoignage, porteur de mémoire. À chaque lettre, ses dimensions pour transmettre des messages de paix, d'amour, de fraternité et de bien d'autres valeurs. Valeurs humaines, une exposition où Saleha Khlifi nous offre en partage ses préoccupations et ses émotions d'artiste. Alors c'était Nassiba Jaïdir donc qui nous parlait de. Alors c'est la seule émission télé quand tu fais une partie de l'émission, tu as la tête dans le logo. Alors du coup c'était donc Nassiba Jaïdir qui nous présentait l'exposition de Saleha Khlifi. Et là sans plus tarder, comme annoncé, c'est Amal Belkhouja qui est avec nous. Amal Belkhouja, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon, vous n'êtes plus à présenter, hein. Votre voix est connue à la radio, à la télévision. Votre visage est connu. Vous partagez votre savoir. Pour une fois qu'on tombe sur un invité qui a des choses à dire à chaque fois qu'il passe à la télé et à la radio, et non pas qu'il est là juste pour être là, et ben du coup, avec vous, Amal Belkhouja, vous êtes journaliste, et ça faudrait le rappeler, vous êtes un protecteur de la mémoire, hein, ça aussi c'est important de le dire. Avec vous aujourd'hui, on va parler, je vais vous énoncer quelques mots comme ça, des mots, des noms, des dates, des lieux, et puis ça va forcément nous amener au sujet du jour, parce qu'il y a Tiaret, il y a Révolution, il y a l'art, il y a le 8 juin, il y a la guerre de libération nationale, il y a Martyr et Ali Maachi. Et quand on mélange tous ce beau cocktail, triste aussi, à une certaine époque, bah, ça donne forcément la journée nationale de l'artiste. Et vous allez nous expliquer un peu le tout. D'où vient cette journée nationale de l'artiste, Amal Belkhouja? Effectivement. Bon, ben, depuis ma part, d'abord, je suis bien aise d'être dans les studios de Canal Algérie. Je tiens à présenter mes vœux par anticipation pour la fête de l'Aïd à tous mes compatriotes. Une pensée pour Sonia, qui vient de recruter, une pensée pour Farouk Beloufa, Blaoui Loueri, Chérif Khourtbi, Mahboubeti, qui ont tant donné à l'art musical. Bon. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Le 8 juin va nous renvoyer à deux dates. La première, ça fait 60 ans, le 8 juin 1958, que l'armée française va assassiner un artiste de renom, Ali Maachi. On ne va pas se contenter de cribler son corps avec deux compagnons de cellule. Il est criblé de balles, les corps sont criblés de balles, puis ramenés sur une place publique, torse nu. On va les pendre à des arbres pour les donner en spectacle macabre, à tous les pinoirs de la cité, de la ville de Tiaret, pour leur dire voilà le sort que l'armée française, que la France coloniale réserve à ceux qui ont osé prendre les armes, à ceux qui ont osé s'insurger contre la présence coloniale dans Alors le pays. ça tombe bien, vous dites à ceux qui ont osé, parce que Ali Maachi est un artiste né en 1927, qui avait tout d'un artiste talentueux, brillant, qui aurait pu faire une longue et belle carrière. Absolument. Mais qui dans les années 50, au milieu des années 50, troque son micro et son instrument, lui et son groupe d'ailleurs, pas seul. Et son groupe, je vais y revenir peut-être, oui. Nous raconter l'histoire pour rejoindre les maquis. Dans les années 50, Maachi rêvait de mettre en place un orchestre. Hein. Il va consulter, c'est toute une jeunesse qui avait une propension pour la promotion de l'art. Il va créer l'orchestre qu'il va dénommer Safir Tarab. En l'espace de 2 ans, 3 ans, il fait une carrière fulgurante, hein, fulgurante. Mais il va s'intégrer dans le mouvement nationaliste. Ça va pas être un orchestre qui va pratiquer l'art pour l'art, mais l'art au service du nationalisme algérien. Ce qui fait Maachi et ses artistes animer des meetings, des soirées, lorsque M. Farhat Abbas venait à Tiaret dans ses visites assez fréquentes dans la région. Donc, 1954, la guerre éclate, et le groupe, individuellement évidemment, va s'intégrer dans le combat libérateur. Les uns vont rejoindre le maquis, et au maquis, deux artistes de Safir Tarab vont tomber les armes à la main. Il s'agit de Kasha Mokhtar, clarinettiste, et le Hashmi El-Arbi, luthiste et interprète. Donc la troupe va connaître 3 martyrs, Ali Maachi et les 2 jeunes que je viens de citer. En plus des autres qui vont rejoindre les cellules FLN, qui vont connaître les affres de la torture, les cellules. Donc il y a cet engagement. C'est-à-dire que l'artiste algérien ne pouvait pas rester en marge
de ce qui se passait dans son pays. Toutes les catégories, toutes les corporations vont joindre le combat, vont joindre le FLN, et l'artiste, évidemment, tous les artistes vont s'intégrer dans ce combat pour ne pas rester en marge de ce mouvement libérateur. D'accord. 1958, le 8 juin, date fatale, j'avais à l'époque 16 ans. Et en voyant ce spectacle macabre, ces corps pendus, c'est des images qui vont vous poursuivre toute la vie finalement, hein, surtout à cet âge-là, très sensible. Et puis à cet âge... En les voyant où à la place publique, pendus. Ah, vous les avez vus? Eh bien oui, effectivement, oui. Ce que je vous dis. L'adolescence étant un âge très sensible, moi je garde encore dans ma mémoire ces images. Et puis, quand j'ai avancé dans le temps, quand je me suis investi dans l'écriture et la lecture, oui, je me suis dit que l'armée française dans ce pays n'a pas servi la civilisation, elle a contribué à la faire sombrer dans le déclin. Donc, la France coloniale ne pouvait plus, pendant la guerre d'Algérie, la torture, les geôles, les camps de concentration, ne pouvait plus se prévaloir comme étant la détentrice du concept des droits de l'homme. Je regrette. Ouais, vous dites bien, hein, vous le dites très bien. Maintenant, moi, juste la question que je me posais à l'instant. Alors, cette journée nationale de l'artiste existe depuis 20 ans. Oui. Beaucoup d'artistes eux-mêmes, j'aimerais bien que vous le fassiez un jour. Hein. Enfin, au lieu de faire des micro-trottoirs à dessous et des caméras cachées à dessous, vous devriez poser les vraies questions. Alors, j'aimerais bien que vous alliez vous-même à la rencontre des artistes et demandez-leur qui est Halima Hachi et pourquoi le 8 juin. Ok, on oublie Halima Hachi. Pourquoi on a choisi la date du 8 juin qui nous aurait forcément renvoyé à Halima Hachi et pourquoi cette date, cette journée nationale de l'artiste. Alors du coup, vous avez œuvré pour que cette date soit enfin avec un groupe de personnes, j'imagine. Hein, Comment qui a œuvré pour que... Oui, effectivement. Vous avez fait partie du groupe qui a œuvré pour que le 8 juin soit la journée nationale de l'artiste. Absolument. Ah, mais c'est très bien. Pour deux buts. Oui. Il y avait un groupe d'artistes. À l'époque, qui était ministre de la Culture? Habib Chaukri. Habib Chaukri. Oui. D'accord, il y a 20 ans. Ah oui. Oui, il y a 20 ans. Oui. Les années 80, 85, 86, 87, un groupe de tiarettes, hein, des artistes, des intellectuels, ont réfléchi à ce que le 8 juin 58 devienne une journée nationale de l'artiste. Pourquoi? D'abord, perpétuer les souvenirs des martyrs, 8 juin 58. Un artiste qui a tout abandonné pour... Absolument, absolument. Mort à l'âge de 30 ans, 31 ans. Oui. Et en même temps, rendre hommage aux artistes algériens. Leur journée, parce que c'est une corporation, c'est une discipline, quand je parle d'artistes, hein, toutes disciplines confondues, pas uniquement la musique. Donc les arts sont là, ils nous accompagnent dans notre vie de tous les jours, dans notre existence, et nous ne pouvions que rendre hommage aux artistes algériens. Aux artistes algériens. Donc on avait contribué à faire de cette journée une journée nationale de l'artiste, et le ministère a décrété cette journée en 1998. Ça fait 20 ans. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour les artistes. Et un autre événement est venu un peu concrétiser le but de cette journée, à savoir que il fallait assurer une couverture sociale aux artistes. Et là, il y a eu le Conseil national des arts et des lettres, hein, qui a été animé par M. Bendamesh Abdelkader, qui est lui aussi un artiste. Qui est votre ami, lui? Comment? Qui est votre ami un peu, non? Absolument, oui. Bah oui. Ben oui, des complicités. Vous avez le même verbe, hein. Le même verbe, la même passion et le même engagement auprès des artistes, auprès du parcours des anciens, parce que c'est important, hein. On a tendance à parler des jeunes, et c'est très bien. Mais il ne faut absolument et surtout pas oublier les jeunes, les anciens, parce que ces jeunes d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Et s'il n'y a pas cette tradition de rendre toujours hommage à l'ancien, celui qui a fait évoluer, ben forcément, demain, on se retrouvera à sa place. J'ai horreur de la rupture. C'est toujours un lien qui unit un peu toutes les générations. L'histoire, les arts. Donc, la couverture sociale. Aujourd'hui, moi, j'ai connu des moments dramatiques. J'ai côtoyé, j'ai fréquenté Sirat Boumedine, célèbre comédien des planches. Oui. Et ben, quand il est mort, sa famille s'est retrouvée dans le besoin le plus absolu. Aujourd'hui,
grâce au Conseil national des arts et des lettres, il y a une couverture sociale et demain, les artistes pourraient profiter de cet avantage, à savoir bénéficier d'une retraite honorable. Ne pas être dans le besoin, un artiste nous avons des droits à faire un peu cette corporation qui suscite nos émotions, qui nous donne beaucoup de bonheur. On ne peut pas, une société, si elle se prive des arts, toutes disciplines confondues, je considère qu'elle se fait mutiler. Hein. Oui, bah oui, vous avez raison. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon vendredi. Pas trop dur, Ramadan? Comment? Pas trop dur, Ramadan? Non, c'est le mois où je travaille le plus. Ah oui, bah oui, en même temps. Peut-être quelques mots sur la carrière artistique. Ah oui, ça c'était important. Oui, j'aimerais bien, même si on est un peu pris par le temps, mais c'est vrai. Il serait important de dire. Pour Ali Maachi et le combat pour l'indépendance de l'Algérie, mais Ali Maachi, l'artiste, ça donnait quoi? Artiste, oui. Il nous a légué un répertoire très varié et très riche. Hein. Je citerai rapidement. Hein. Oui. Après l'indépendance, Mohamed El Ammari a repris l'une de ses chansons qui s'intitule Tatsama al-Jazair. Très belle, très belle chanson. Hein. Djilali Dramchi a repris l'une de ses chansons, Wassit al-Gomri. Saif Oussal al-Hasni a été reprise par Mohamed Tahar, un artiste, un chanteur de renom de Mostaganem. Et puis l'œuvre qui a consacré un peu Maachi, c'est Anram al-Jazair, qui a été reprise pour la première fois par Nora. Ah bah oui. Ensuite, il y a eu des arrangements d'Anram al-Jazair par le regretté Cherif Khourtbi et le regretté Blaoui Louari. C'est vous dire un peu, en l'espace de 2 années, Maachi a fait une carrière fulgurante et il aurait pu, comme vous l'avez dit tout de suite, il aurait pu être quand même l'un des piliers de la promotion de la chanson algérienne. Ouais. Merci, monsieur. Je vous en prie, merci. Vous revenez quand vous voulez. Merci, oui, avec plaisir. Même si Ramadan, c'est le mois où vous travaillez le plus, on l'aura compris. Oui. En tout cas, c'est le mois où vous êtes le bienvenu et c'est tout au long de l'année que vous êtes le bienvenu chez nous. Merci, c'est gentil. Merci, Ammar Belkhouja. Et excellente fête. Bah oui. Là, on peut parler de fête, on peut parler de célébration. Là, on n'est pas sur la fête de l'enfant ou la fête de la femme, qui n'existe pas, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Là, c'est la célébration de l'artiste, à travers l'hommage à Ali Maachi également, l'hymne assassiné. Nous, on va faire une virée, là, ce matin. C'est une troupe qui vient d'Oran, qui s'est produite au TNA, au Théâtre National Algérien, avec une pièce de théâtre intitulée El Ghalta. Et c'est Taoussait Hamouda qui est suivi pour nous tous là. On se retrouve juste après. نمشي معاك في سعاده مزيفه باغي نخون وندخل الحبس المبادئ التوعيه ما يسمحوليش. Comme à chaque soir, depuis le début du Ramadan, le Théâtre national Mahidine Bechtarzé accueille des troupes théâtrales venues de différentes régions de l'Algérie. Cette semaine, le public a pu découvrir Al Ghalta, une production du Théâtre régional d'Oran, mise en scène par Moulay Mourad Meliani. راهي دير راهي تخدم بالشهاده نتاعها ماشي كيما انتيا ديتي الليسونس ودزتيها في الماريو. كاين ان جون كوبل ماريي وين لا فام قاريه عندها ليسونس مي قاعده في الدار سيتي كيما نقولوا الاتفاق ما بين الزوج والزوجه ديال الديبي من بعد تجي لا مامون تاعها تقول لها tu dois travailler ولا باسكو لا راني نشوفك راكي عايشه واحد لا سيتوياسيون tu dois travailler tout من بعد الزوجه تبدا تخدم لها. Elle est partie travailler donc il y a eu des problèmes voilà elle est obligée de faire appel à une domestique on dit que la domestique bon elle a eu des affinités avec son mari donc elle s'est mariée avec le mari et donc ils se retrouvent 2 femmes dans le même toit. Sur un temps léger avec une pointe d'humour, El Ghalta dédramatise certains problèmes qu'affronte ce jeune couple. Sans désigner le responsable de cette erreur, l'auteur de cette pièce a voulu laisser un libre choix au public et à chacun sa déduction. نجموين نعالجوا بعض الامور اللي تكون ضرنا في الواقع اللي رانا عايشينه بصح نعالجوهم بطريقه هزليه وين توصل للمتلقي ويفهمها بطريقه هزليه ولكن من بعد كي يتفرج المسرحيه ويخرج يعاود يولي الواقع تاعها يخرج من المسرح ترجع له هذيك الفكره اللي مديناها بطريقه هزليه تعاود تولي في الواقع وين هو ينجم يكومباري بين واش راه عايش وكيفاش ينجم يبدل
وكيفاش وين كاينه الغلطه وعلاش وكيفاش نصلحها وهذا الشيء. La pièce a aussi permis à une pléiade de comédiens de révéler leur qualité artistique. Grâce à eux, la pièce a remporté plusieurs prix en 2016. لما يقولوها لي وقت الفطور اسمع عني خاصني نخرج معاك ودرك تخرج معايا. في فيستيفال ناسيونال هنا تاع الجي اللي ندير كل عام on a eu 2 prix on a eu le meilleur interprétation masculine داها مصطفى ميراتيا on a eu meilleure composition musicale exactement. Les planches du Théâtre national d'Alger continueront à recevoir d'autres troupes jusqu'au 12 juin à partir de 22h30. Voilà, c'était Taousset Hamouda qui parlait donc du programme et du Théâtre national algérien, mais également des pièces qui se déroulent au TNA, notamment celle-ci, El Ghalta. El Ghalta, une pièce de théâtre venue d'Oran avec une multitude de comédiens. Belle histoire à découvrir avec Taouès ce matin. Et nous, on va vous parler d'une autre histoire. Celle-ci, elle se déroulera ce soir à l'ex-casino. Ça se trouve à rue d'Islay. Bah oui, c'est en plein cœur d'Alger Centre. Ex-casino avec nous, Lamia et Tamara. Bonjour. Bonjour, Mahrez. Comment ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, du coup, on va parler de ce concert. Journée de l'artiste, journée nationale de l'artiste. Lamia et Tamara, seule sur scène ce soir. Ça se passe donc à l'ex-casino et ça clôture vos soirées Ramadan. Pratiquement, Pratiquement, oui. ouais. C'est sur Alger, exactement. Ouais. Alors, on va commencer par le début. Il y a eu Tizi Ouzou. Il y a eu Tizi, oui, pour la clôture du mois de patrimoine. Ça s'est passé comment? Très très bien. Vous avez adapté un peu le spectacle ou pas? Mes origines? Ah ouais, bah oui, en même temps. C'est vrai qu'on en avait parlé. Oui, on en avait parlé. On en avait parlé. On avait fait une petite tournée de ce spectacle. C'est ça. Donc c'était vraiment très très bien, un accueil très chaleureux. Ouais. Et voilà, juste après, on a commencé par Béjaïa, d'ailleurs ma ville, au théâtre. Donc c'était archi comble, un accueil très chaleureux. J'étais très très heureuse de me produire dans ma ville. Bah oui. Voilà. Ah, ça doit être quelque chose, hein, de Ah bah oui, dans... en plus c'était la première fois que je me produise dans un théâtre où je rêvais, étant enfant, de me produire là-bas. Et voilà, et vous avez fini par chanter en tant que exactement. Lamia et Tamara et non pas assister à un spectacle. Voilà, ça, exactement. Beau, donc c'était aussi pour la clôture du mois de patrimoine. D'accord, donc Béjaïa, Tizi Ouzou, Ibn Khaldoun, c'était quand? Ibn Khaldoun, c'était le 24 mai aussi, donc un nouveau spectacle, Melhouniyat, et on a reçu un public extraordinaire que je remercie. Bien évidemment, et voilà donc pour cette journée. Et puis là on va finir à l'ex-casino pour célébrer la journée de l'artiste. Pour célébrer la journée de l'artiste, il y a quoi? Il y a un truc particulier, un programme particulier? Oui, en fait, j'ai intitulé mon spectacle le best-of. D'accord. De tous les spectacles, donc je vais choisir, en fait c'est pas moi, j'ai lancé sur ma page et c'est mon public qui a choisi le programme. De chaque spectacle, il a choisi 2 ou 3 chansons, donc j'ai intitulé ça le best-of pour la soirée de l'artiste, pour la journée de l'artiste. Et il y en aura combien des chansons? Il y en aura plein, donc je ne pourrais pas compter, mais pratiquement un concert d'1h30 voire 2 heures. Hein. Et avec voilà, une petite surprise. Alors en coulisses, vous me disiez best-of de tous mes spectacles depuis mon retour. Ça veut dire, il y a eu un arrêt pour Lamia et Tamara à un moment? Bien sûr, il y a eu un arrêt de 5 ans. Ah ouais, quand même. Voilà, je me suis mariée. On en a très peu parlé d'ailleurs. Oui, on a parlé déjà, on en a parlé. Donc 5 ans. 5 ans d'arrêt parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc je me suis consacrée un petit peu à ma famille et j'ai fait mon retour il y a 2 ans. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est quoi? C'est la musique qui vous a tellement manqué que vous vous êtes dit, il faut que je reprenne ou... Exactement, ça m'a tellement manqué. Et puis, franchement et sincèrement, je ne pouvais pas équilibrer entre mon travail, mon foyer et mes enfants. Et puis, voilà, ma vie professionnelle, j'étais déjà banquière. Et j'avais des enfants et c'était pas facile pour moi de combiner entre la vie artistique, familiale et aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, il y a un équilibre, quoi. Il y a un équilibre, oui, alhamdoulilah, il y a un équilibre. J'ai pu, comme mes enfants, alhamdoulilah, l'aîné, il a 6 ans maintenant, Manil, le petit, il a 3 ans. C'est l'âge de l'école, quoi. Oui, voilà, il est à l'école, donc maintenant ça va, j'arrive à gérer. Alors du coup, maman sera sur scène ce soir. Maman est une brillante artiste, hein. Ça voudrait dire, il n'y a pas que le côté maman aussi. Vraiment brillante artiste. Elle sera à l'ex-casino avec ses meilleurs... ses meilleurs moods, quoi, ce qu'elle ressent et ce qu'elle aime, c'est un peu ça qu'elle va partager ce soir, maman, sur scène. Exactement. Alors, du coup, j'espère qu'il y aura du monde, surtout.
Mais après Ramadan, que se passe-t-il pour les artistes andalous? C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année où on sait que ça va plus ou moins marcher, qu'il y a soit des festivals, soit des récitals qui sont organisés dans quelques régions du pays, pas dans tous les 4 coins du pays, contrairement à ce que disent certains. Et puis il y a Ramadan où ça bouge plus ou moins. Mais après Ramadan, que se passe-t-il quand on est artiste andalou, hein, pas quand on est adressé? Voilà, non, exactement. En fait, pour moi, alhamdoulilah, ça se passe très bien, même au Ramadan. D'accord. Ça se passe très bien parce que franchement, avec les établissements organisateurs publics, je citerai l'OREF, Agriculture, ou Palais de la Culture, ou le théâtre et tout. Quand j'ai un projet artistique, parce que moi en fait, je ne me produis pas comme ça, juste je fais une recherche, un thème et tout. Quand j'ai un projet artistique et je le présente à ces organisateurs, ils ne me disent jamais non. Oui. Donc j'ai toujours ma date dans la salle et tout. Ils s'investissent avec nous en tant qu'artistes. Donc moi je ne partage pas vraiment cet avis que l'artiste travaille seulement dans le mois de Ramadan. D'accord. Moi j'ai parlé de plusieurs dates avant Ramadan. Hein. C'est vrai en fait parce que moi je me produis pratiquement chaque 3 mois. 2 mois j'ai un spectacle à thème et on a beaucoup de monde qui viennent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'attente de l'appel téléphonique, vous êtes plutôt dans la proposition de nouveaux spectacles à chaque fois. Moi, exactement. Moi, c'est ça. La démarche, elle est différente en même temps. La démarche, elle est différente. Peut-être pour ma part, elle est différente. Parce que moi, je préfère avoir un travail de recherche et le produire plusieurs fois dans plusieurs villes. Ça, par contre, c'est un peu difficile pour moi parce qu'il est très difficile de se produire peut-être à Oran, à Tlemcen et je me produis beaucoup ici sur Alger. C'était une première pour moi justement, Béjaïa, Tizi Ouzou et voilà donc j'ai rencontré un nouveau public et ça c'est extraordinaire pour l'artiste. Et ça vous donne envie d'aller à la découverte d'autres publics à travers le pays. Exactement. Bon, on croise les doigts pour qu'il y ait beaucoup plus de nouveautés de votre côté. Inch'Allah. Et de représentation aussi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle scène pour moi. C'est un théâtre extraordinaire. J'ai visité la semaine passée. Et puis, ils ont rénové tout à l'heure la rue d'Islay, tout le chemin là. C'est extraordinaire le soir. Les gens sortent. C'est ça. Le quartier a beaucoup changé. Le quartier, il a beaucoup changé. Il est revenu à ce qu'il était avant. Peut-être, peut-être avant que je... avant que je le connaisse. Voilà, avant que je le connaisse, exactement. Donc, je remercie bien évidemment ces organisateurs, donc l'APC d'Alger Centre, parce qu'en fait, ils font un travail extraordinaire en communication. Alors, tous les écrans, l'affichage que tu as vu la dernière fois sur la place... pour le spectacle, mes origines. Je me suis produite au TNA, mais c'est eux qui... Voilà. Très belle image, très très belle photo. Merci. Donc, je me suis produite au TNA, mais c'est eux qui se sont chargés de la projection. Donc, ils font un travail vraiment magnifique en communication. Du coup, le prochain projet de la Mairie Tamara, ou celui sur lequel elle est... Donc ça, c'est le best-of. Oui, bon, celui-ci, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est pour la journée de l'artiste. C'est pour la journée de l'artiste, ou peut-être une deuxième édition. Voilà, parce que c'est un petit peu le meilleur de chaque spectacle. Et voilà, donc j'ai fait mon dernier spectacle Melhouniet, qui est un nouveau thème. Et peut-être Agora, le projet grec, algéro-grec, qu'on avait produit la dernière fois à l'Opéra. Peut-être une deuxième édition, donc on attend toujours la réponse des sponsors, l'aide du ministère de la Culture. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Déjà une belle scène ce soir, ce serait un bon début. Oui, exactement. La Mairie Tamara, rue d'Islay, ce soir, ex-casino. Et le billet, il est à 400 dinars. Et le billet est à 400 dinars. Ah ouais. Voilà. Ça coûte pas un... Allez, ça coûte pas une tarte chez Bibi. Je dis ça et vous aurez compris c'est quoi. Une tarte chez Bibi, c'est moi qui vous l'avons à 400. Allez, du coup, c'est un beau spectacle en plus, ça en vaut la peine, c'est la journée de l'artiste. Mais pas que, hein, c'est vraiment à découvrir. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est peut-être l'occasion. Mais pour ceux qui connaissent, c'est peut-être l'occasion d'aller vous régaler. Merci encore, la Mairie Tamara. Merci, Maharaz. Merci, Canal Algérie. Merci à toi. Merci. Vous êtes chez vous, en tout cas, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Et longue vie à vos enfants et à votre petite famille. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec toute l'actu sport. Est-ce qu'il reste encore du sport quand il y a une Coupe du Monde qui débute dans une semaine, que ton pays ou ta nation n'est pas qualifiée et que tous les championnats sont à l'arrêt? La réponse, c'est avec les réponses. Parce qu'il en a beaucoup à nous exposer pour défendre un peu l'indéfendable. Ce sera dans quelques instants avec Hakim Keshroud. Et juste avant, c'est la boucle. C'est parti.
pied, viens ici. Ah là là. Oh là 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 là. Ça m'a manqué d'être debout. Je suis resté quelques plateaux là. Assis. C'est pas trop mon truc. Sincèrement, hein. Je sais pas, Ça fait pas. dormir le fait de rester assis. C'est ça, c'est surtout quand t'as pas assez dormi et tout. Ça te démotive. Ah non, mais non, c'est pas comme ça, mon frère. Ça te démotive. Comment ça va bien? Ça va, merci, et vous? Vous avez entendu ce que j'ai dit avant votre arrivée ou pas? Non, bien sûr. non. Eh ben ouais. Pour ce qui reste du sport, voilà, j'ai écouté ça. Voilà. Comment peut-on encore parler de sport quand nous sommes à une semaine d'une Coupe du Monde, où nous ne sommes pas qualifiés, où tous les championnats sont à l'arrêt parce qu'ils sont finis, où il n'existe presque plus d'actualité sportive? Bah si. Laquelle? Eh ben, il y a la les pétanque, des jeux Non, d'échecs? non, pas du tout. Il y a les Jeux méditerranéens qui auront lieu à Tarragone en Espagne. Ce sera à partir de Bien, ça. Voilà, ce sera à partir de ce 18 du mois de juin. Ça va aller jusqu'à la fin, jusqu'au 1er juillet. Juste après, il y a les Jeux africains de la jeunesse que l'Algérie va organiser. Il n'y a pas que le foot, hein, donc il n'y a pas que la Coupe du Monde. Voilà, il y a encore plein d'événements. Ça ne s'arrête pas, le par sport. contre, là, je suis pas très d'accord avec vous. Non, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Ça reste quand même la Coupe du Monde. C'est très bien. Vous n'allez pas me dire qu'il y a, la Coupe du Monde. Ouais, mais il n'y a pas que le foot dans le sport. Vous savez vous savez combien de spectateurs sont attendus pour... Non, mais bon, c'est vrai que c'est des milliards et des milliards de téléspectateurs. Voilà. Vous savez que le match le plus... avec le plus grand nombre de spectateurs, il s'est déroulé dans les années 50. C'était un match Brésil-Paraguay ou Uruguay, vous m'excuserez. C'était une finale Coupe du Monde. C'était une finale Coupe du Monde. Combien? Combien? Je sais plus. Allez, je vous donne 3 possibilités. Je sais plus. 80 000? 1950, hein? Oui, supporters? Ouais. Non, c'était à peu près 120 000, entre 120 000 et 160 000 supporters. J'ai pas fini. Je ne vais pas vous inviter à ma future émission de jeu si c'est pour couper le... Non, il y a 3 possibilités, vous allez les respecter. Allez-y. 80 000, 160 000 ou 200 000. 160 000. 200 000 spectateurs. 200 000 spectateurs. Spectateurs, pas téléspectateurs. Ouais, spectateurs. Au stade. Un terrain. Ouais, bah oui. Attention. C'est pas le 5 juillet. Hein. Non, mais je sais. C'était au Brésil. Là-bas, c'était un vrai terrain. C'était au C'était pas un terrain de 60 000, on dit qu'il y a 80 000. Il n'y a pas 80 000 là-haut. 5 juillet, il y en a combien? 5 juillet, il faisait. Il n'y a pas 80. Hein. Non, il faisait 120 000. Il est descendu à 90 000 et pour des raisons de sécurité, il prend 70 à 75 000 supporters. Ah oui? Voilà. Pourtant, il n'est pas fini. Oui, mais il prenait, quand il y avait, avant, quand il y avait les places, il faisait 120 000, il prenait 120 000 supporters. 120 000? 120 000. Ils l'ont descendu à 90 000 et aujourd'hui, pour des raisons de sécurité... C'est le chiffre officiel annoncé par Loco. Pour l'instant, l'officiel, on est entre 70 000 et 75 000 places pour des raisons de sécurité. Bien sûr, on ne le remplit pas à fond, mais il prend 90 000 places. T'as une voiture, mais tu peux pas mettre la 5e, quoi. T'as compris. Alors, du coup, ça va sinon? Ça va, merci. Vous n'êtes pas trop triste, pas de Coupe du Monde? Pas du tout, pas du tout. Pas de chansons un peu ridicules, pas de joueurs que l'on verra sur des marques de margarine, de fromage, de serviettes bébé, de couches bébé. Si, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. On n'en a pas encore fini, 2019. Dans les éliminatoires reprendront le mois de septembre prochain. On a perdu combien hier? On a perdu 3 buts à 3-0. 3-0. Même le 1, vous n'avez même pas osé le dire. Vous avez failli le dire, tu vois. Allez, sport, football et ce match amical des Verts face au Portugal de Cristiano Ronaldo, disputé hier à Lisbonne. Moi, je vous mens pas. Vu la situation, et comme j'aime beaucoup la Vermager, j'ai pas voulu voir le match pour pas être déçu. Parce que j'aime, moi s'il me regarde, je le kiffe, ce garçon, ce monsieur, ce grand monsieur. À la base, j'ai rien à dire sur toi. Moi, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de trucs. Bon, après, t'as 40 millions d'entraîneurs derrière toi, j'ai envie de te dire bonne chance. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu 3-0. Les Verts ont buté sur une équipe performante, sur une équipe qui se prépare, sur une équipe qui va jouer les premiers rôles lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie en 2018. Le Portugal qu'on connaît avec ses stars, avec ses grands joueurs, une équipe très assidue, bien en place, qui a su dès l'entame de la rencontre prendre à la gorge les Verts, qui les a bousculés, qui les a un petit peu étouffés et qui a réussi à ouvrir la marque dès la 17e minute de jeu par le biais de Gonzalo Guedes.
qui a marqué un doublé hier dans ce match. Un second but sera inscrit à la 37e minute de jeu, toujours en première mi-temps, par les Portugais, par Bruno Fernandes. Et puis, en seconde période, le troisième but des Portugais, toujours par Gonzalo Guedes, qui va marquer à la 55e minute de jeu son doublé. Et le troisième but pour la sélection portugaise qui, on le rappelle, a préféré jouer ce match face à l'équipe algérienne, puisqu'ils ont le Maroc dans leur groupe, bien sûr. Il y aura également l'Espagne dans le groupe du Portugal. C'est un groupe assez relevé, et les Portugais qui se préparent comme il faut pour donc cette prochaine Coupe du Monde. Dans le groupe du Portugal, il y a Espagne-Maroc. Il y a Espagne-Maroc, et j'oublie encore, il y a encore une quatrième formation. Ah bah oui, forcément, voilà. Mais Espagne-Maroc quand même. Voilà. Bon, ça va pas être une partie de plaisir pour les Marocains. Voilà. Ça va pas être une partie de plaisir. Nous, on vous soutient, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ils ont un mondialiste, un champion d'Europe. Ça va pas être une partie facile. On rappelle que pour l'équipe nationale, c'était son pratiquement troisième match amical en l'espace de 2 mois. Troisième défaite des Verts, après celle concédée, quatrième défaite, après celle concédée contre l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert, et hier face au Portugal. On rappelle que l'équipe algérienne rentrera dans le vif du sujet. Ce sera le mois de septembre prochain. C'est le match qu'elle va jouer pour les éliminatoires de la CAN donc 2019, qui aura lieu au Cameroun. En 2019, ce sera face à la Gambie, match qui se jouera à Banjul. C'est un match en aller-retour. C'est le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, petit message aux joueurs. Plus de championnat, pas de Coupe du Monde, préparation pour septembre. Et les chichas, on y va doucement. Ça va aller. Depuis l'épisode bout de bouse, chicha, pizza, ce qui va avec. Ils n'auront pas le temps, ils seront occupés avec la Coupe du Monde et la reprise à la regarder. Des championnats. Ouais, à la regarder. Ouais. On peut pas appeler ça être truc. Quoi qu'il y a, tiens, je joue juste la parenthèse. Pour la Coupe du Monde, si vous cherchez un lieu où la regarder gratuitement, dans un super décor, bon, moi j'en ai un à proposer. Et je peux dire, je fais partie de l'équipe des initiateurs. Je gagne aucun sou dedans, donc je peux le raconter. Moi, c'est une action bénévole, grand écran, 26 mètres carrés. T'es assis, t'es protégé, il y a une sécurité, il y a des gens bien qui t'accueillent et tout. J'ai même été invité, voilà. Et gratuitement, ça se passe au Bois des Arcades. Voilà, je le dis, ça se passe au Bois des Arcades. Vous retrouverez toutes les infos sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. J'ai pas droit, ma femme veut pas et. Non, j'aime pas. Non, mais j'aime pas Snapchat, c'est pour ça. Non, mais alors, du coup, gratuitement, ça je le dis, pendant tout l'été, jusqu'au 15 juillet prochain, ça se passe au Bois des Arcades, je vous donnerai les actus. Alors, du coup, monsieur, on reste avec le foot, cette fois-ci avec une bonne nouvelle chez les dames. Deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2018, victoire de nos filles en match aller face aux Éthiopiennes. Ah oui, elles nous ont fait peur lors de l'entame de cette rencontre, puisqu'elles avaient concédé un premier but dès la 15e minute de jeu par la capitaine d'équipe donc de la formation éthiopienne. Et nos filles, pour cette manche aller face aux Éthiopiennes, on avait peur des Éthiopiennes, puisqu'en 2 rencontres, elles avaient quand même marqué 15 buts face à la Libye. 7-0 au match aller, 8-0 au match retour. On avait un petit peu peur. Bonne réaction des Algériennes qui vont réussir à s'imposer par le score de 3-1. Biza pour l'Éthiopie avait ouvert la marque à la 15e minute de jeu. Par la suite, c'était les Algériennes avec Ramdani qui va égaliser 4 minutes plus tard, 19e minute de jeu. Sidhom, la joueuse canadienne algérienne qui vit au Canada, 19e, 32e minute de jeu, va inscrire le deuxième but pour les Algériennes. Et puis en seconde mi-temps, 67e minute de jeu, c'est donc Sekouane Fatima qui va inscrire et qui va sceller définitivement le sort de la rencontre, 3-1. La manche retour pour les Algériennes, ça se passera à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sera ce dimanche à partir de 14h30 heure algérienne, et elles ont une bonne occasion de composter leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera le mois de septembre prochain au Ghana en 2018. Et ben voilà. En match de préparation, deuxième défaite également de nos U21 face à l'Égypte. Et oui, eux qui préparent les Jeux méditerranéens donc de Tarragone en Espagne, ce sera pour ce mois de juin. Les Algériens ont concédé leur deuxième défaite et se sont inclinés sur le score d'1-0 en match amical au stade Mustapha Chaker à Blida. Les Algériens avaient été battus donc 2-1 le 6 juillet dernier donc au stade du 5 juillet. Et les hommes de Boualem Sharef, donc je le rappelle, sont en train donc de préparer les prochains Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne donc cet hiver. Un mauvais départ pour les Fennecs qui devront se ressaisir avant le début de la compétition. Voilà, c'est bien.
Génial. Là, ça reste des matchs amicaux, bien sûr. Ouais. Je reçois déjà des messages chez O. C'est O. Ah, c'est O. C'est au Manema. C'est à Manema. Ne mettez pas la pression, sinon je mets un accès payant. On est d'accord. Hein? Tu veux voir la Coupe du Monde? Tu restes tranquille. Tu fais la queue comme tout le monde. Alors tu prends rendez-vous. Et tu fais la queue avec qui cette année? Avec les joueurs de l'équipe nationale. Eux aussi, ils vont se faire des chichas à regarder la Coupe du Monde. Et par contre, c'est pas bon pour la santé. Une chicha, c'est 40 cigarettes. Hein. L'équivalent. Voilà. L'équivalent, ouais, c'est de 40 cigarettes. 40 cigarettes. Déjà que la cigarette, c'est mauvais. nul. Alors je vous dis pas. On termine avec du basketball et les finales de Coupe d'Algérie qu'abrite la Sal Harsha Hassan. Ah oui, sur 3 jours. Hein, ça a commencé donc hier, aujourd'hui et demain, ça va continuer. Et on va parler donc de cette finale. Les basketteurs du groupement sportif des pétroliers qui remportent la Coupe d'Algérie senior dames en dominant largement leur homologue Hissine Day Marine sur le score de 74 à 50 en finale disputée dans la nuit de jeudi à vendredi à la Sal Harsha Hassan. Grâce à ce succès, les pétrolières récemment sacrées championnes d'Algérie s'adjugent le doublé coupe championnat de la saison 2017-2018 avec 100% de victoires dans les 2 compétitions. Les finales des seniors dames a été précédée par celle des cadettes qui a vu la consécration du CRB Rouiba devant l'USMA d'Alger 55 à 45 après 2 prolongations. Et puis à suivre ce soir sur Canal Algérie à partir de 23h30 la big confrontation chez les seniors messieurs, le groupement sportif des pétroliers qui affronte l'US Sétif. Ce sera une 3e finale consécutive pour les donc seniors du groupement sportif des pétroliers. Ce sera en compagnie de Mokhtar Hammani cet après-midi, plutôt ce soir à partir de 23h30 en direct sur Canal Algérie. Ciao man. Merci mec. Merci mec. Salut, Sahaf comment Torek. Merci. À Sahaf bientôt. Torek. Bah ouais, à demain peut-être. Tranquille. Peut-être tranquille. Oui, super. Ouais, ça se voit, il fait de la muscu. C'est bien. Bah, la muscu de Chem, oui. Alors du coup, merci à vous, merci beaucoup, c'était un plaisir. On se retrouve demain matin. Comme chaque week-end. Ça va sinon? J'ai pas posé une question. Depuis que vous avez été nommé chef, vous sentez bien? Ouais, ça va très bien. Ça va, tranquille? Tranquille. Ouais, vous êtes heureux? Oui, comme auparavant, ça va. Je voulais juste savoir à quoi ça ressemblait d'être un chef. Eh ben, ça travaille beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Camarades, prenez soin de vous, c'était un plaisir. On se retrouve tout simplement dès demain. D'ici là, prenez grand soin de vous. Merci à Myriam qui a préparé cette émission. Ça aide à la réalisation. Merci à notre très joli script et très gentil script. À toute l'équipe ici. Ciao.